Le 26 mars 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vuneuil du film Secret, texte intégral. Je ne voudrais pas risquer d'être injuste par excès de franchise avec Secret, qui marque les débuts de M. Pierre Blanchard dans la mise en scène. Ce film n'a guère cessé de m'ennuyer que pour m'irriter. Il semble bien cependant qu'il représente une tentative en soi des plus louables. À vrai dire, je ne m'en suis pas très bien aperçu. Mais on me l'a certifié avec beaucoup de bonne foi, et en s'y mettant très attentivement, on y peut découvrir des intentions excellentes. M. Pierre Blanchard, inspiré sans doute par les nombreux rôles littéraires, Dostoïevski, Pirandello, où il fut d'ailleurs excellent, a voulu s'essayer à un réalisme psychologique avec lequel le cinéma est peu familiarisé, montrer, si l'on préfère, que le cinéma peut, tout aussi bien que le théâtre ou l'écriture, exprimer les remous de la vie intérieure. J'en suis pour ma part convaincu. Mains auteurs le sont aussi qui ont déjà fait dans cette voie de belles découvertes. Le problème, depuis le film Forfaiture de 1915, n'est pas nouveau. Rien n'est plus irritant que de songer aux énormes moyens d'investigation, d'introspection que possède le cinéma, quand on voit à quelle misérable pantomime, à quel bavardage conventionnel on le réduit si souvent. C'est le cas, en somme, de ceux qui, ne possédant que 300 ou 400 mots d'une langue étrangère, peuvent tout juste commander un repas, parler de la pluie et du beau temps. 9 auteurs de cinéma sur 10 ne savent pas le cinéma. Et ils ne sont même pas capables de lui substituer un petit nègre grossier mais ingénieux. Malheureusement, M. Pierre Blanchard, avec les plus belles ambitions du monde, n'a pas cessé de faire fausse route. L'erreur initiale est dans le scénario. Je ne connais pas la pièce de Tourguenieff qui lui a servi de base. Je n'ai pas trouvé le loisir des enquêtes et des sorcelleries que nécessite, par les temps actuels, la recherche d'à peu près n'importe quel texte imprimé. Il était possible que la pièce offrît une matière assez adéquate au dessin de M. Pierre Blanchard. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que l'on n'a pas su l'en extraire. Nous voyons une jeune femme mariée, mère d'un petit garçon, vivant fastueusement dans l'une de ces gentilhommières chères à Georges Honnay, et qui ne sont plus depuis belle lurette habitées que par les héros de cinéma. Outre son légitime époux, cette jeune femme, qui se prénomme Marie, a près d'elle, pour le moment, un soupirant chronique, gros bonnet de la soierie lyonnaise, qui respire depuis quelques 10 ans son parfum, sans réclamer ni obtenir rien de plus. S'ajoute au personnel du récit une orpheline de 17 ans, filleule des Châtelains, puis bientôt un jeune précepteur, Michel, que l'on a engagé pour éduquer l'héritier, aimable garnement de 10 ans. Michel, malgré son état de pion, réunit tant de vertus et de charme que les cœurs féminins en sont bouleversés. L'orpheline ne quitte plus le délicieux précepteur d'un pas. Marie, la jeune mère, devient aveuglément jalouse de sa filleule. Crise de larmes, crise de nerfs, que contemple avec jovialité un époux splendidement imbécile. Le soyeux est plus perspicace et met le doigt de Marie sur sa plaie. « Vous aimez ce garçon ? Oh mais oui, quelle horreur, mon Dieu, je l'aime !» Crise de conscience, à ce coup-là, remords, dilemme. De son côté, Michel, qui dédaigne les fruits verts, brûle de feu secret et violent pour Marie. Celle-ci ne peut pas se résoudre à congédier Michel. C'est sa filleule plutôt qu'elle va chasser, ou mieux, qu'elle va donner en mariage à un quadragénaire bedonnant et transpirant, répondant au patronyme d'Amadou. Mais le soir du 15 août, après une scène plus corsée avec l'orpheline, Marie a un cauchemar. Elle voit la jeune fille en toilette de mariée, fuyant à toutes jambes son grotesque Amadou, se jetant dans l'étang, revenant à la surface pour accuser l'épouse pécheresse, puis
se noyant définitivement. À l'aube, Marie a l'une de ces espèces de transports au cerveau qui n'appartiennent qu'à la pathologie cinématographique. Mais ce n'est pas grave. Madame revient à elle guérie et repentante. Michel rengaine sans faiblesse ses sentiments. Le soyeux va l'emmener dans sa torpedo. Il épousera l'orpheline, qui n'est en somme pas si mal que cela. Madame se contentera de son époux, qui en vaut bien un autre. Comme dit le dialogue, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai pas besoin de souligner tout ce qui, dans cette histoire, que l'on voudrait justement plus nuancée et véridique, appartient aux plus regrettables conventions du cinéma et du théâtre. Selon le cas le plus fréquent, à la scène comme à l'écran, l'auteur est devant son intrigue amoureuse comme un fabricant de mots croisés devant sa grille, comme un joueur d'échecs devant ses pièces. Étant donné un sentiment et un nombre X de personnages, trouver une combinaison du tout qui ait eu quelque chance de n'avoir pas trop servi. Ce n'est pas la vie, ce sont des cases noires et blanches où l'on fait évoluer des marionnettes qui n'ont pas plus de réalité humaine que les fous, les tours et les cavaliers. Le pathétique, la nouveauté d'une aventure d'amour ne sont point dans ces chassés-croisés, ces manœuvres bizarres. Les figures du quadrille amoureux, que les humains dansent depuis un joli bout de temps, ne sont point nombreuses. Ce qui est vaste et changeant, ce sont tous les aspects que revêt le désir. C'est ce que chaque être apporte, chair, esprit, caractère, dans les gestes de l'amour. Et tous les grands romans d'amour sont faits avec cela. Le vaudeville, quand il singe l'amour, peut employer un personnel et des sentiments interchangeables. Mais que l'on prétende nous émouvoir avec eux, c'est une autre affaire. En somme, de quoi s'agit-il donc dans Secret? Pour que nos héros s'enflamment puis s'apaisent aussi aisément, c'est au plus, chez la dame en tout cas, une fantaisie, un flirt de vacances. Il n'y a pas de quoi faire un tel plat, de quoi évoquer toutes les fureurs et toutes les douleurs de Vénus. Ou alors, il faudrait nous apporter toutes les explications nécessaires et rendre humainement vraisemblable la situation. Il fallait nous dire comment une femme mariée à un homme qui l'adore, mère de famille, ayant résisté indéfiniment au contact d'une mâle et fort tentante passion, a pu tomber en transe devant le premier gamin venu. Il nous fallait des révélations sensuelles sur cette dame, ce qui eût été peut-être fort éloquent, puisque, dans cet ordre-là, tout est plausible. Il y fallait, appelons les choses par leur nom, que la dame couchât ou en fût tout près. Oui, mais l'érotisme est défendu au cinéma. Alors zut, pas d'amour, cela n'en vaut plus la peine. Ou vous ne sortirez jamais des guimauves de romance. Choisissez donc d'autres sujets, il n'en manque pas. Non seulement M. Pierre Blanchard n'a pas su analyser et humaniser son canevas, ce qui était en effet difficile, mais il en aggrave à chaque tableau l'invraisemblance et l'arbitraire guignolesque par des détails que l'on préfère qualifier de candides. Par exemple, quel est l'instant décisif où Marie sent la flèche d'Éros la poindre? C'est lorsque le jeune pion, pour amuser son élève, exécute devant elle le saut de carpe. Au long du film, on relèverait sans peine 20 traits de cette force. Cela nous étonne d'abord venant d'un homme qui, dans son métier, celui de comédien, n'a jamais eu l'air d'un sot. Mais M. Blanchard est sorti de ce métier qu'il connaît pour s'essayer à un autre qu'il ignore complètement. Je parlais plus haut de notre embarras dans une langue dont nous ne connaissons que les vocables élémentaires. Dans la langue du cinéma, M. Blanchard ne sait même pas dire « pain ». Quand un film est déjà mal fichu à ce point, les plus habiles paroliers, la plus parfaite distribution, ne sauraient guère compenser ces disgrâces. Dans Secret, un dialogue délicatement ourlé nous eût peut-être fait un moment illusion,
mais on l'a demandé à M. Bernard Zimmer, qui s'en est acquitté avec une pesanteur vraiment pachydermique. Pour l'interprétation, si elle réunit des noms brillants, on ne voit que trop bien à quel point elle a manqué de guide. M. Pierre Blanchard est encore trop novice pour avoir possédé sur ses camarades l'ascendant qu'exercerait n'importe quel metteur en scène un peu dégrossi. Investi de rôles impossibles, chacun joue pour soi, penche du pire côté, emploie les trucs les plus grossiers. J'ai beaucoup défendu jusqu'ici Mademoiselle Marie Déa, qui possède plus de qualités que les journalistes ne lui en accordent d'habitude. Il faut avouer, en sortant de secret, que l'on ne saurait être plus exécrable. Mademoiselle Marie Déa peut alléguer, pour sa défense, que son rôle lui donne uniquement à représenter les grimaces de l'amour. Il y a cependant grimaces et grimaces. Celle de Mademoiselle Marie Déa frise la caricature. Pour M. Gilbert Gilles, à qui on a infligé le personnage du séducteur, on sent à tout propos qu'il brûle de s'évader dans une cabriole. Avec toute la probité dont il est coutumier, M. Duménil ne pouvait rien tirer du rôle de l'époux. M. Blanchard lui-même s'est contenté d'incarner en second plan le soupirant fidèle. Mais il y donne le ton, hélas, avec des rictus en coin qui sont tout un programme. Les acteurs se plaignent que les metteurs en scène brident leur nature, les comprennent mal, ce qui est souvent vrai. Mais voilà un acteur libre, devenu son maître, jamais nous ne le vîmes plus mauvais. Je ne vois à excepter dans Secret que Madame Marguerite Moreno, conservant, en dépit de tout, son aplomb et son abattage. La petite Carlettina, avec le naturel de ses 10 ou 12 ans, et surtout Mademoiselle Suzy Carrier, charmante J3, ajoutant cette fois de l'aisance et un gracieux élan à la fraîcheur qu'on lui connaît depuis Pontcarral. On dira peut-être en plaidant pour Secret, c'est un film de comédien. Je suis au regret de rectifier, film de cabotin. Monsieur Pierre Blanchard s'est privé des plaisirs que comporte le cinéma à péripéties pour nous raconter une histoire creuse et fausse. J'entendais l'autre soir, en sortant du cinéma L'Ermitage, une des sommités du présent cinéma, qui se pâmait sur un malheureux, un risible effet de ralenti, parachevant dans Secret l'involontaire pitrerie du rêve, un effet qui a 30 ans d'âge et qui n'a jamais été employé de façon plus saugrenue. Mais en 30 ans, cet excellent homme, notre puissant arbitre, a-t-il vu seulement 10 films? Ces applaudissements de certains soi-disant spécialistes m'ont sans doute conduit à pousser l'analyse d'une bien pauvre chose beaucoup plus qu'elle ne le méritait. Je ne voudrais surtout pas que cette trop copieuse chronique servît à gonfler un film qui est avant tout insignifiant. On le commenterait d'aussi exacte manière en se contentant d'un simple haussement d'épaule.